Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Joanne Lindskog, directrice du musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice, qui va vous parler de l'exposition Dufy qui est proposée depuis le mois de décembre et jusqu'au 28 septembre au musée. Pour ma part, pour ceux qui ne connaissent pas l'artistique, donc l'artistique est un lieu transversal et pluridisciplinaire où on propose beaucoup de choses, des conférences, du théâtre, de la musique, des projections, des débats. Et nous avons également un espace de plusieurs salles d'exposition où justement vous pouvez, à la sortie, visiter librement notre exposition sur Robert Malaval. Donc nous sommes dépositaires de la donation Ferrero, qui comprend 850 œuvres, principalement de l'école de Nice. Donc je vous invite, si vous avez envie, à faire un tour et à nous suivre aussi. Nous avons notre programme de conférences à l'entrée que vous pourrez récupérer quand vous sortirez. Voilà, donc je vais laisser la parole à Joanne qui va introduire la conférence et également vous parler de l'exposition. Et moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable bonheur de vous voir aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour cette découverte de Dufy. Je vais revenir sur la teneur de l'événement, mais tout d'abord, je voudrais remercier Emmanuel Figuera pour son accueil, toujours enthousiaste, qui nous permet de faire vivre nos expositions et nos projets hors les murs. Et qui d'ailleurs accueillera également un concert co-organisé par le Musée des Beaux-Arts et la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts le 26 mars prochain en hommage à Gabriel Fauré. Merci pour la lumière. C'est pas grave. Alors, donc, vous allez aujourd'hui voir une conférence, ou plutôt une performance autour de Dufy, qui va vous être présentée par Fabrice Roy. Fabrice Roy, qui, parmi de multiples activités, est le président et fondateur de la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Nice, qui a été donc fondée il y a 2 petites années, et qui a déjà montré, je dirais, sa force de frappe et sa force pour rassembler des personnes passionnées, engagées. Nous comptons déjà de nombreuses acquisitions grâce à la Société des Amis, des œuvres de Gustave Adolphe Mossa ou de Jules Chéret, que vous connaissez bien. Pas encore de Dufy, mais ça viendra peut-être un jour. La Société des Amis organise des concerts, des conférences, des visites déjeuners, des visites dégustations, tout un tas de médiations qui permettent d'aborder autrement les œuvres d'art et de rassembler un autre public. Donc je remercie ses membres fondateurs, mais aussi son trésorier qui est parmi nous pour leur soutien. Et je vous invite bien sûr, si vous êtes intéressés, à aller consulter le site internet ou à récupérer un petit flyer qui a été déposé. Après le 26 mars, le prochain événement sera le 19 avril et c'est le gala d'anniversaire de la Société des Amis. Donc ce sera la seconde édition de ce gala qui se déroulera au musée et à l'hôtel Le Méridien. Voilà, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je passe enfin à Dufy. Alors Dufy, donc une exposition qui a ouvert le 12 décembre dernier pour cet artiste que vous connaissez sans doute très bien, qui était né au Havre et qui a passé une bonne partie de sa vie ici. Et pour cause, il était marié à une niçoise, Eugénie Brisson, alias Émilienne Dufy. C'est grâce à Madame Dufy que nous avons aujourd'hui un exceptionnel fonds d'œuvres de l'artiste, plus de 300 œuvres, dont 218 données par Madame Dufy elle-même. Donc l'exposition que vous pouvez voir actuellement au Musée des Beaux-Arts est constituée uniquement des œuvres qui sont dans les collections du musée, mais qui sont donc votre patrimoine, à vous niçois, puisque ces collections, vous le savez, sont les vôtres. Et notre mission à nous, c'est simplement de vous les restituer, de vous y donner accès le plus possible. Je voudrais ajouter un dernier mot sur Dufy. Vous découvrirez, ou vous avez sans doute déjà découvert l'exposition, quel était finalement son but, sa mission, la mission qu'il s'était donnée à travers sa création artistique. Je crois que c'était celle de célébrer le plaisir, la gaieté, la joie de vivre. C'est sans doute d'intégrer l'art
et le beau dans tous les domaines de l'existence. Je crois que c'est deux choses qui l'ont desservi auprès des historiens de l'art, mais qui, au contraire, ont fait tout de suite sa célébrité auprès du public, puisqu'il a eu beaucoup plus d'admirateurs parmi le grand public que parmi les historiens de l'art dans un premier temps. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important de célébrer cette joie de vivre. Voilà, donc je vous remercie encore d'être là, et puis je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt. Eh bien ça alors, on m'avait dit que j'aurais des visiteurs, oui, mais je m'attendais à une poignée de curieux, 2 ou 3 amateurs d'aquarelle en goguette, pas un tel rassemblement. Bon, ben écoutez, puisque vous êtes là, soyez les bienvenus. Et soyez les bienvenus dans mon atelier. Vous êtes bien installés? Parfait. Alors, par où commencer? On ne va peut-être pas se lancer tout de suite dans les grandes éclaboussures de lumière, ça pourrait être violent pour certains. Surtout ceux qui ont la rétine marquée par un tableau fauve aperçu trop vite. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait. Ça m'est arrivé en découvrant Matisse. On met du temps à s'en remettre. Donc, on va y aller tranquillement. On ferme les yeux, on inspire, on les ouvre, on respire et on plonge. Vous savez, j'ai passé ma vie à chercher la lumière, pas celle des projecteurs, non, mais celle qui donne un sens au monde, celle qui éclaire les paysages et les visages. Et cet après-midi, je suis là pour vous raconter cette vie de couleurs, d'ombres et de reflets. Une vie où chaque pinceau trace une émotion, une histoire. Pourquoi? Parce que la couleur, c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Il n'est pas remboursé par l'assurance sociale, certes, mais il est sans effet secondaire, ou plutôt si, des effets très très positifs. Et moi, Raoul Dufy, j'ai consacré ma vie à la couleur. On pourrait dire que j'étais à son service en mixant les teintes pour les faire danser au milieu de mes tableaux. Mes couleurs, ce sont mes fidèles compagnes, toutes alignées là, toujours prêtes, même si moi je ne le suis plus vraiment. Que de toiles, que de moments nous avons traversés ensemble, la mer, les bateaux, les courses, la lumière. Si j'avais su, jeune homme, au Havre, que ces petites touches de couleur mèneraient à tant de merveilles, je crois que j'aurais réellement éclaté de rire. Le Havre, c'est là que tout a commencé. C'est ma ville natale. Je suis né en 1877 et j'étais le deuxième d'une fratrie de 11 enfants. Nous vivions dans une maison pleine de rires, de disputes, enfin, c'était la vie, quoi. Là, c'était bien plus tard, c'était les noces d'or de mes parents. Vous imaginez la taille des repas de famille? En parlant d'or, on ne roulait pas vraiment dessus, hein. Papa était comptable dans une entreprise métallurgique, mais il était aussi musicien, amateur, et l'un des fondateurs de la société chorale, la Lyre, la rigueur des chiffres le jour, la douceur des notes le soir. Cette dualité m'a profondément influencé. Bon, on ne va pas se mentir, les chiffres et moi, ce n'était pas vraiment le grand amour. À 14 ans, j'ai commencé à travailler chez un négociant en café. Oui, en café. Imaginez-moi, adolescent au milieu des sacs de grains, sur le pont des bateaux, dans les entrepôts, rêvant d'évasion. Mais j'avais un secret. Certains soirs, après le travail, je courais à l'école municipale des Beaux-Arts pour suivre les cours de dessin et de peinture de Charles L'Huillier. Ça, c'était ma bouffée d'oxygène. C'était mon échappatoire. C'est là que j'ai rencontré mes premiers compagnons d'atelier, comme Othon Fries, qui est là, cet ami qui allait devenir pour moi un frère d'art et de cœur. Plus tard, nous avons même partagé un atelier à Montmartre. À l'époque, mes premières œuvres, c'était des paysages normands. Je faisais pas mal d'aquarelles, où je tentais de capturer la lumière changeante, les reflets sur la mer. La Normandie a toujours été un lieu d'inspiration pour moi. Ce n'était pas seulement de la peinture, c'était un exercice d'observation, d'attention aux détails, c'était un apprentissage de la patience. Pardon? Vous voulez savoir à quoi je ressemblais à l'époque? Eh bien, en 1898, j'ai peint une série d'autoportraits comme ces deux-là.
Pas mal, hein? Oui. Ou encore celui-là, avec un chapeau mou. Ma palette est sobre, elle est dominée par des tons bruns et des ocres. La touche est précise, hein, et ça c'est le produit de mon apprentissage académique. Mais si on regarde bien, on sent poindre une certaine liberté dans le traitement de la lumière et des ombres, notamment sur le fond qui ne tranche pas vraiment avec le sujet, et peut-être je reviendrai là-dessus. En 1900, grâce à une bourse, j'ai pu entrer à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. J'ai travaillé dans l'atelier d'un certain Léon Bonnat. Alors, Léon Bonnat, c'était le condisciple de Gustave Caillebotte, avec lequel il avait réussi le concours d'entrée dans cette même école 27 ans auparavant. J'y ai retrouvé Otton Friese et nous avons peint sans relâche, dessinant, étudiant, expérimentant. J'avais cette soif de découvrir, de progresser et la chance d'être entouré d'amis qui partageaient la même passion. Ma première exposition au Salon des artistes français, c'était en 1901. Imaginez la fierté que j'ai ressentie en voyant mon travail accroché là parmi tant d'autres œuvres, dont certaines par des artistes bien plus célèbres que moi. J'étais en pleine aventure impressionniste. J'aimais les tableaux d'Eugène Boudin, avec leurs ciels incroyables et leurs scènes de plage lumineuses, et Claude Monet, lui, capturait l'instant avec une maîtrise inégalée. Parmi mes œuvres de cette époque, La plage du Havre, ou encore le même sujet un an plus tard. Oui, je sais, on parle de l'Estacade à Sainte-Adresse, mais je vous garantis, c'est bien la plage du Havre. Mon style reste modeste, encore bien ancré dans les tons fusionnés de l'impressionnisme. La composition met en scène la structure en bois de la jetée qui s'avance dans la mer. Les tonalités douces de bleu et de brun dominent ma palette et créent une atmosphère sereine et lumineuse. J'ai essayé de rendre les détails de la jetée avec précision et juste l'esquisse des figures humaines que j'ai peintes avec toute la délicatesse dont j'étais capable. Puis, j'ai exposé au Salon des Indépendants. C'était un lieu d'avant-garde où les audaces se faisaient remarquer. Maurice Denis, lui-même, ce maître du symbolisme, a acheté une de mes toiles. Imaginez ça, Maurice Denis qui reconnaît mon travail. Ça m'a donné un élan, un encouragement immense. La Normandie, je n'ai jamais cessé d'y retourner. Ces paysages que Boudin et Monet avaient rendus célèbres, j'aimais les redécouvrir, y imprimer ma propre touche, ma propre interprétation. En 1904, avec Albert Marquet, un autre ami et compagnon d'art, nous avons travaillé sur le motif à Fécamp. Puis, je suis retourné peindre au Havre. Marquet et moi, nous étions fascinés par les mêmes éléments. Les côtes rocheuses, les plages, la lumière qui transperce les nuages. J'ai peint et dessiné cette estacade des dizaines de fois. Mon œil, alors, était encore pur, presque candide. J'observais tout avec avidité. Et puis, il y a des rencontres qui bouleversent une vie, même si elles se passent en silence, même si elles se font de loin. C'était au Salon des Indépendants, en 1905. J'avais déjà largement fait mes entrées en peinture, mais je sentais que je peignais encore sur la pointe des pinceaux. J'étais timide, j'étais hésitant. Et puis là, au milieu de cette grande salle, mes yeux se sont arrêtés sur une toile. C'était une explosion de couleurs. Il y avait du rouge, du bleu, du vert, chacun plus audacieux que le précédent. C'était une œuvre d'Henri Matisse. Il l'avait nommée luxe, calme et volupté. Ces touches, ces myriades, ces vibrations, ce foisonnement, ce n'était pas une peinture, pour moi, c'était un coup de tonnerre. Jamais je n'avais vu un peintre utiliser les couleurs de cette façon. Pas pour copier la nature, non, mais pour lui rendre hommage, pour capter son énergie, son mouvement, son âme même. Matisse semblait dire que les couleurs pouvaient vivre d'elles-mêmes, qu'elles n'avaient pas besoin de se plier à la réalité. À cet instant précis, je me suis senti comme libéré de mes propres chaînes. J'avais toujours respecté la palette sage, les nuances harmonieuses, comme un bon élève. Mais en voyant cette toile, je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Le lendemain, j'ai acheté des tubes de peinture rouge vif, vert émeraude, jaune éclatant. J'ai décidé de laisser mes pinceaux me guider, de laisser chaque couleur chanter sa propre note. Matisse m'avait ouvert la voie, une voie où la couleur avait son mot à dire, où elle n'était plus contrainte par la forme. Matisse et moi, nous n'avons jamais été amis proches, mais je crois qu'il m'a offert, sans peut-être le savoir, ce dont j'avais le plus besoin, la permission d'oser,
Matisse a planté en moi cette graine de liberté, cette audace qui ne m'a plus jamais quitté. Un jour, que je me promenais en bord de Seine, j'ai avisé un bateau avec une coque bleu foncé et j'ai cru entendre la voix de Matisse. « Regarde ce bateau, quelle couleur te fait-il ressentir ?» J'ai répondu « Bleu, évidemment ». Et Matisse a repris « Non, je ne te demande pas ce que tu vois, mais ce que tu ressens. Pour moi, il est rouge flamboyant. Essaye de peindre ça. » Ces échanges imaginaires ont été cruciaux dans le développement de mon style. Alors, vive la liberté. C'est à cette époque que j'ai peint les gymnastes, en 1905. Je voulais une palette plus éclatante, une composition dynamique en capturant l'essence des sujets. J'ai utilisé des tons frémissants et des coups de pinceau les plus expressifs possibles. Une autre toile de cette période qui m'est chère, c'est Jeanne dans les fleurs, que j'ai peint en 1907. J'avais commencé à l'époque une série de toiles qui représentaient le jardin de la maison familiale, au Havre. Celle-ci est la seule de la série à inclure un personnage, celui de ma sœur, Jeanne. La profondeur est suggérée par les différents plans formés par la table, le sol et le feuillage, tandis que le vase de fleurs établit un lien entre l'abstraction du premier plan et l'arrière-plan riche en végétation. J'ai fait émerger la silhouette de Jeanne au centre en la fondant dans les courbes des branches et des tiges. J'avais été influencé par les recherches décoratives de Matisse à la même époque. C'était encore un défi pour moi de libérer les couleurs, de m'éloigner du réel, mais j'ai appris que c'est dans cette liberté que mon style pouvait vraiment naître. La couleur était devenue mon langage. Plus besoin de mots, de discours, la couleur parlait pour moi. Ces premières toiles, ces premières audaces, c'était le début de mon propre chemin, bien sûr. On m'a souvent reproché mon manque de discipline, mon excès de couleurs, mais cela m'importait peu. J'avais trouvé une force, une joie que je ne pourrais plus jamais abandonner. En 1907, c'était au Salon d'automne que je l'ai vraiment rencontré. Alors pas en personne, bien sûr. Cézanne était déjà parti au Paradis des Peintres un an auparavant. Mais ces toiles étaient là, bien vivantes. Cette rétrospective m'a saisi, elle m'a chamboulé. Cézanne, c'était un choc. Devant ces tableaux, j'ai senti pour la première fois la solidité, la densité de la peinture. Il n'y avait pas de fioriture, juste l'essence de la nature, de chaque forme réduite à son noyau. Alors, en 1908, avec mon ami Georges Braque, qui a vécu au Havre comme moi, on s'est dit qu'il fallait aller là-bas, à l'Estaque, dans le sud, là où Cézanne avait posé son chevalet. Pour que comprendre Cézanne, c'était plus qu'admirer ses tableaux, c'était être là, sur place, sentir l'air, la lumière, sentir ce que lui-même avait vu et ressenti. À l'Estaque, j'ai compris ce qu'il voulait dire, ce qu'il voyait dans chaque maison, chaque arbre, chaque bateau, chaque pierre. Les maisons, des cubes simples, clairs, précis. Les montagnes, des masses géométriques ancrées solidement. J'ai commencé, comme ici, à travailler différemment, à réduire, à simplifier. Prenons par exemple ces bateaux à l'Estaque. J'utilise une composition géométrique dense. J'exclus le ciel pour concentrer votre attention sur les bateaux et sur les structures du port. Les coques sont alignées le long du quai, dominées par des constructions à peine suggérées. La perspective redressée place le plan d'eau et les bâtiments sur le même plan, et cela crée une harmonie visuelle. Oui, Cézanne m'a montré la voie. Grâce à lui, j'ai appris à poser les bases, à structurer. Mais j'ai aussi gardé ma couleur, mon plaisir de jouer avec la lumière. Grâce à Cézanne, j'ai pu trouver cet équilibre entre mon audace et cette maîtrise que je n'avais jamais su dompter. En 1909, dans l'atelier de la rue Séguier, je fragmente l'espace en forme géométrique. Les objets de l'atelier tels que la table, le bouquet, la toile, les toiles et les outils sont représentés sous différents angles et offrent une vision simultanée de multiples perspectives. J'ai voulu mettre en abîme l'acte de peindre. Le bouquet et le paysage, eh bien, ils attendent d'être figurés sur les deux toiles vierges qui sont là. Ma palette devient plus méridionale, avec des ocres rouges et jaunes et des camailleux de vert. Cette approche reflète vraiment l'influence du cubisme, où les formes sont déconstruites et réassemblées pour offrir une nouvelle perception de la réalité. Peindre sur une toile, c'est une chose, mais sur un tissu, ça, c'est une autre limonade. Imaginez les couleurs qui dansent avec la lumière,
les motifs qui se plient, qui se déplient, qui s'animent au rythme de celui ou celle qui les porte. Tout a commencé en 1909. Et c'était grâce à Paul Poiret, un couturier audacieux, un artiste de la mode. Quand je l'ai rencontré, il m'a regardé, souriant, et il a dit « Est-ce que je suis fou de vouloir mettre de l'art dans mes robes ? J'ai toujours aimé les peintres et je me suis toujours senti sur un pied d'égalité avec eux. » C'était une idée brillante, révolutionnaire même. Lors d'un dîner chez Paul Poiret, j'ai croisé Guillaume Apollinaire, ce poète moderne, ce rêveur. Il avait en tête d'illustrer son recueil de poèmes, Le Bestiaire. Mais il voulait Picasso pour ce projet. Picasso tergiversait, tardait, et finalement, Apollinaire a accepté que je m'y attelle. À l'époque, j'avais envie de pousser mon exploration plus loin, de voir ce que mes lignes pouvaient devenir sur un autre support, dans une autre matière. La xylographie, voyez-vous, c'est bien différent de la peinture. C'est la taille directe dans le bois, un rapport brut et immédiat avec la matière. J'ai appris à composer avec les veines, les fibres, à laisser la texture du bois influencer l'image. Il y a quelque chose de presque primitif dans cette technique, une rigueur qui me fascine. Et c'est ainsi que j'ai gravé mes premières images pour Le Bestiaire. Ces animaux, ces figures, je les ai travaillées avec patience. J'ai cherché à capturer leur mouvement, leur essence, avec cette économie de traits que la gravure impose. Quand le livre est paru, en 1911, je ne savais pas ce qu'Apollinaire en penserait. Finalement, il a énormément apprécié la qualité de mon travail, reconnaissant peut-être que j'avais trouvé une voie particulière dans cette technique. 8 ans après la mort d'Apollinaire, j'ai illustré Le Poète assassiné, un recueil de poèmes qu'il avait écrit en 1916. Je vous en livre un court extrait. Ça vaut son pesant d'Apollinaire. Bientôt, il n'y eut plus que des soupirs, des chants d'oiseaux et des lièvres roux et cornus passaient vite comme des bottes de 7 lieues près de Viercelin-Tigobot et de Macaré, sous le pouvoir de l'amour derrière les pruneliers. Très spécial, hein ? Pour ce faire, j'ai créé 36 lithographies, ce qui m'a permis au passage de me familiariser également avec cette technique. Mais revenons en 1911. Cette année-là, j'ai travaillé avec Poiret sur sa fameuse robe persane. Imaginez une étoffe où mes motifs s'entrelacent comme des arabesques, évoquant les jardins d'Orient et la luxuriance des tapis persans. Cette robe était bien plus qu'un vêtement, c'était une œuvre d'art, une ode au mouvement. Poiret l'a présentée dans ses salons parisiens et c'est devenu un véritable symbole de la modernité. Un beau jour, il faut que je vous la raconte, il m'écrit pour me demander mon parrainage alors qu'il voulait entreprendre de peindre à son tour. Ça me fait sourire. Tenez, c'est la lettre que je lui ai faite en réponse. Mon cher ami, vous avez été mon parrain dans la décoration et dans la soirée lyonnaise. Vous me demandez aujourd'hui de vous rendre votre parrainage à propos de peinture. Ma tâche est bien facile et la présentation est toute faite. Paul Poiret, artiste peintre, n'a pas plus besoin de conseils ni d'encouragement que Paul Poiret tout court n'en eut besoin. Donc, vous peindrez comme vous cousez, avec passion et élégance, pour le plaisir de tous et de celui en particulier de votre vieil ami qui vous aime et vous admire, signé Raoul Dufy. C'est à cette époque que je rencontre Eugénie Émilienne Brisson. Mais pour moi, c'était Lily. Lily, ma niçoise, qui partageait ma passion pour la beauté du monde. Elle m'a suivi dans cette vie d'artiste avec une patience inébranlable. Elle a été mon encre, ma lumière douce, celle qui a traversé toutes les tempêtes avec moi, jusqu'en 1940, où nous nous sommes séparés. Mais, nous n'avons jamais divorcé. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était ma complice, mon modèle, ma confidente. Nous nous sommes mariés en 1911 et nous avons emménagé au 5 impasse Guelma, au pied de la butte Montmartre. Oh, c'était un lieu simple, modeste, mais empli de rêves et de lumière. J'avais fait peindre les murs en bleu, une de mes couleurs fétiches, comme pour m'entourer d'un ciel permanent. Ma collaboration avec Poiret a été le point de départ d'une aventure incroyable. Le 1er mars 1912, je signe un contrat avec la maison de soirée lyonnaise Bianchini-Ferrier. Là, tout s'est accéléré. Avec eux, j'ai pu expérimenter, explorer, marier la nature, la géométrie et l'imagination. Chaque saison, je concevais de nouveaux motifs. Je jouais avec les teintes les plus vives, des rouges profonds, des jaunes éclatants, des bleus intenses, oui.
La couleur était mon langage, même sur la soie. Mais cette aventure textile, ce n'était pas seulement de l'esthétique. Avec Bianchini Ferrier, on a aussi exploré la technique. Mes dessins faits à la main devaient être adaptés à des machines à imprimer. C'était un défi incroyable. Chaque couleur, chaque détail demandait une grande précision. En tout, j'ai travaillé près de 16 ans avec eux. Vous imaginez, 16 ans à voir mes idées transformées en étoffe? Ces collaborations ont montré que l'art pouvait s'intégrer dans la vie quotidienne, qu'il n'était pas réservé aux galeries ou aux musées. Ces années-là, Montmartre n'était pas seulement un lieu, c'était une véritable effervescence. Les cafés étaient remplis de discussions sur l'art, sur la politique, sur le sens de la vie. Des noms qui allaient marquer le siècle se croisaient dans les ruelles. Apollinaire, Picasso, Braque, Max Jacob, Juan Gris. Un véritable tourbillon. En 1913, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner du cubisme. J'aimais sa rigueur, ses volumes, mais je sentais qu'il m'étouffait, qu'il m'enfermait dans une architecture trop stricte. C'est à cette époque qu'une de mes premières grandes baigneuses a vu le jour. Regardez cette femme, immobile, imposante, presque sculpturale. Elle n'a rien des figures légères et sensuelles que l'on attendrait d'un tel sujet. Elle est massive, ancrée dans la toile comme une force de la nature, indifférente au regard que je pose sur elle. Son maillot bleu profond tranche avec l'éclat rouge de son bonnet, et tout autour d'elle, je brise le paysage en 1000 facettes colorées. Je peins un corps qui ne se livre pas, un visage à peine esquissé, tourné vers ailleurs. Que regarde-t-elle? Que pense-t-elle? Elle ne se baigne pas, elle attend. Elle s'impose comme si elle était le pivot de ce monde éclaté qui l'entoure. Et moi, face à elle, je me demande si elle est prisonnière de mon cadre ou si, au contraire, elle règne sur lui. C'est là que mon style propre a commencé à se dessiner comme une évidence. Fini les restrictions de volume cubiste, je voulais autre chose. Une peinture libre où la couleur crée des zones, des espaces qui n'ont pas besoin de respecter les formes. Je sentais que j'avais trouvé ma voie, ce style que vous reconnaissez peut-être aujourd'hui. Il y a eu les années de recherche, de tâtonnement, mais avec cette baigneuse massive, j'ai enfin découvert comment peindre ma propre vision du monde. Et la Grande Guerre est arrivée. J'avais fondé au Havre une petite entreprise, l'imagerie Raoul Dufy. Je voulais servir mon pays, je voulais être dessinateur aux armées. Finalement, j'ai été nommé conservateur de la bibliothèque du musée de la guerre. En 1916, alors que j'étais en permission, j'ai demandé à Émilienne de me promettre une chose, ne jamais oublier le Havre, ma ville natale, là où tout avait commencé. Cette promesse, elle l'a tenue jusqu'au-delà de ma mort. Les années qui ont suivi la guerre ont été celles de la découverte de la vraie liberté. Libéré des contraintes académiques, je pouvais enfin m'approprier les thèmes qui me faisaient vibrer. En 1920, alors que Lily et moi séjournions à Vence, j'ai retrouvé à ses côtés cette lumière du midi, si particulière, si intense qu'elle semblait vibrer d'elle-même. J'ai commencé à peindre ce village médiéval, comme ici, à gauche, une partie sombre, dominée par des tons froids. On y distingue une végétation dense, des arbres stylisés et une architecture discrète, presque effacée. À droite, une zone baignée de lumière avec des teintes chaudes, ocre, orange, beige, rouge. Une architecture plus détaillée et une atmosphère plus ouverte. On peut y voir, si on le souhaite, une métaphore du cycle du temps, où la ville, à droite, capte les premiers rayons du soleil, tandis que le reste, à gauche, la nature, est enveloppée dans l'ombre de la nuit. Vous voyez, peu à peu se dégage le style Dufy, le mien, celui qui me fera connaître du monde entier. Pendant des siècles, on a appris aux artistes qu'il fallait d'abord dessiner puis colorier. C'était la règle. L'académie l'enseignait, les maîtres la respectaient. Et malheur à celui qui oserait faire autrement. D'abord le squelette, ensuite la chair. C'est logique. Puis sont arrivés ces fous d'impressionnistes. Eux, ils ont tout envoyé valser. La lumière d'abord, les formes viendront après. Monet, Renoir et compagnie se sont mis à balancer des couleurs sur la toile sans trop s'inquiéter des contours. Résultat, des paysages vibrants, des scènes un peu floues mais tellement lumineuses. Une révolution, certes, mais pour moi, il restait un problème. Qu'est-ce que l'on fait du dessin? Et puis, j'ai eu cette idée, peut-être un peu saugrenue, poser la couleur en premier et dessiner après. Et ça change tout. Je commence par des aplats de couleurs,
libre, éclatant, souvent arbitraire. Je peins des bleus qui n'existent pas dans le ciel, des rouges qui ne sont sur aucun toit, des jaunes dignes d'un vieux citron de Menton en pleine crise existentielle. Puis une fois que tout ça est en place, je prends mon pinceau noir et je viens redessiner par-dessus. Mais attention, pas pour fignoler ou contenir la couleur, non. Comme dirait Audiard, je vais leur montrer qui c'est Raoul. Je danse, je contourne, j'accentue, j'improvise, je disperse, je ventile. Je suis libre, comme un musicien qui ajoute une note bizarre à la fin d'un morceau. Alors, soyons clairs, je n'ai pas simplement choisi entre le dessin et la couleur, j'ai pris les deux. Je les ai secoués comme dans un cocktail, j'ai trouvé ma fusion. C'est peut-être ça la vraie modernité, ne plus avoir à choisir entre l'émotion et la structure, mais les faire danser ensemble. Si la peinture m'a toujours guidé, j'ai toujours eu envie de voir plus loin, de tenter des trucs. Ça ne vous a pas échappé quand même. En 1919, j'ai été approché pour concevoir des décors de théâtre. Quel défi! J'ai travaillé pour le Sicilien de Molière. Et vous savez, créer un décor de théâtre, c'est bien différent d'une toile de chevalet. Ici, c'est l'espace qui prend vie. Et il faut penser en 3 dimensions, en profondeur, en mouvement. C'était magique. Je pouvais étendre mon art sur toute la scène, jouer avec la perspective pour immerger le spectateur dans un univers complet. Chaque rideau, chaque coulisse, chaque élément devenait une partie de l'œuvre. Ces années-là, travailler pour le théâtre m'a ouvert l'esprit. Et j'ai continué avec d'autres pièces comme les décors et les costumes du Bœuf sur le toit de Cocteau, sur une musique de Darius Milhaud. Et je voyage, et c'est rien de le dire. Rien qu'en 1922, je pars en Italie, en Sicile, à Prague, à Vienne. En 26, je suis au Maroc. En 28, je suis en Belgique. En 30 et en 32, je suis en Angleterre. J'ai soif de voir. C'est une véritable bougeotte. C'est autour de 1923 que la céramique est entrée dans ma vie. C'était un hasard, presque un coup du sort. J'ai commencé à collaborer avec ce monsieur, le céramiste Artigas. Imaginez, travailler sur des surfaces courbes où chaque dessin doit épouser la forme et où le feu transforme tout. Si j'ai peint des motifs floraux, des scènes inspirées de la nature, j'ai représenté beaucoup de femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Cela m'amusait d'unir les formes de ces dames avec celles des vases. La céramique, c'est comme de la peinture en 3 dimensions. C'est un jeu entre le dessin, la matière et la chaleur. Chaque pièce, après la cuisson, c'est une surprise, une alchimie entre le coup de pinceau et le feu du four. Ce n'est pas un hasard si j'ai continué ce travail pendant plus de 10 ans et que j'y revenais toujours poussé par la curiosité. Avec Émilienne, nous avons passé des moments heureux dans le Sud, surtout à Nice entre 25 et 29, puis en 33, un peu en 40. Nous aimions marcher ensemble sur cette promenade des Anglais. Sous le soleil du midi, j'ai peint sous tous les angles possibles le casino de la Jetée Promenade, posé sur les flots comme un palais de lumière. Là encore, pas de réalisme exact, non, juste cette impression, ce sentiment de la ville en fait, sous un ciel bleu infini. En 1930, je peins ce portrait d'Émilienne. Je la représente assise dans une pose naturelle et détendue. Son regard est calme, empreint d'une douce introspection. Contrairement au portrait psychologique plus rigoureux du XIXe siècle, je privilégie ici une représentation fluide, où l'essence de Lily est capturée plus par la couleur et la gestuelle que par les détails réalistes. Son visage et ses mains sont esquissés sans lourdeur dans les ombres et ce fond bleu, uni, évite toute surcharge qui détournerait votre attention. Ce tableau, c'est pour moi une réflexion sur le lien entre l'artiste et son modèle, cette quête d'équilibre entre l'observation du réel et l'interprétation sensible. À cette époque, j'aimais saisir les lieux de liesse et de rassemblement, les plages, les courses, les bals, tous ces endroits où les gens viennent pour oublier la routine du quotidien. J'ai souvent représenté des scènes de course, ces moments d'attente, de tension puis d'explosion quand les chevaux s'élancent. Sur ce tableau, ce sont les courses à Epsom. Sur l'hippodrome, on voit les jockeys en uniforme, les chevaux puissants. C'était pour moi la métaphore même du mouvement, le dynamisme de la vie moderne. Je n'ai jamais voulu capturer chaque détail, non, non, non. Juste le rythme, l'intensité. Et ces lignes que je laissais libres de se déformer, ces touches de couleurs sans précision, c'était ma manière de peindre l'essence de l'instant. Voyez-vous, je crois qu'il y a une noblesse dans le bonheur, dans ces moments de légèreté que la vie moderne permet.
À travers mes couleurs, j'ai voulu offrir un peu de cette légèreté aux autres pour que chacun emporte avec lui un éclat de cette lumière, une part de ce rêve. Prenons la jetée à Deauville. Je l'ai peinte en 1935. Et il y a dans ce tableau un éclat de lumière, une douceur d'été que j'ai tenté de capturer comme un rêve. Le phare qui se détache sous le ciel bleu, le voilier qui danse sous les clapots. Je voulais peindre l'instant, l'impression de cet après-midi paisible, l'idée de l'été éternel. J'ai peint des voiles qui flottent, des couleurs qui se reflètent et se répondent. Pour moi, chaque couleur apportait une respiration, une brise comme dans les régates à Henley avec leurs drapeaux somptueux qui flottent dans le fourmillement des flottilles qui se croisent dans les vagues. Dans le même style, j'ai représenté la visite de l'escadre anglaise, voiliers, cargos, vaguelettes, ports, phares, un véritable fourmillement sur une mer bicolore et des personnages qui contemplent toute cette effervescence sur une plage bleue. Et puis, il est venu un moment où les scènes de plage, de course et de fête ne me suffisaient plus. J'ai senti le besoin de m'attaquer à quelque chose de plus vaste, de plus ambitieux. Je voulais capturer non seulement l'instant, mais l'essence même de la lumière, cette énergie invisible qui anime le monde. Et c'est là que l'on m'a proposé la fée électricité. Un projet presque dingue, monumental. Imaginez 600 mètres carrés de toile. La commande venait de la compagnie de l'électricité pour l'exposition universelle de 1937. Ces messieurs m'ont demandé de représenter, tenez-vous bien, l'électricité elle-même. Comment représenter quelque chose qu'on ne voit pas? Comment le montrer? C'était un défi qui me plaisait. Alors, j'ai commencé à penser à l'électricité comme à une lumière qui lie tout, qui traverse chaque invention, chaque avancée humaine. Dans cette fresque, j'ai voulu rendre hommage aux grands hommes, aux grands scientifiques, de Thalès à Volta, en passant par Faraday et Edison. J'ai peint des scènes où des hommes manipulent la foudre comme des dieux modernes qui domptent la nature. La fée électricité, c'était pour moi la fusion de l'art et de la science. Une manière de montrer que même le progrès technique peut être source de poésie. C'était l'aboutissement d'années de recherche sur la lumière et le mouvement. La même année, je fais mon premier voyage aux États-Unis, où je fais partie du jury du prix Carnegie à Pittsburgh. Et puis, la guerre nous a rattrapés, Émilienne et moi. Nous nous installons en 1940 à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, avant de nous séparer. Alors, je me rends à Perpignan avec mon infirmière Berthe Reis, qui est devenue ma compagne. On habite chez mon ami, le docteur Nicolo, pendant à peu près 6 mois. En collaboration avec Jean Lursa, j'exécute à cette époque 2 cartons de tapisserie qui seront tissés en 1942 aux ateliers Tabar à Aubusson. Ainsi, la statue aux 2 vases rouges, au centre de la scène, trône une statue, figure inspirée des sculptures antiques, flanquée de 2 grands vases rouges qui contrastent fortement avec le reste de la palette chromatique. Mes tons de bleu et de vert apportent une atmosphère apaisante, tandis que les vases rouges attirent immédiatement l'attention. Comme dans mes peintures, je privilégie des formes stylisées et simplifiées. J'ai voulu associer un sujet traditionnel comme la statuaire classique à un traitement pictural plus audacieux, dans une perspective à la fois décorative et contemporaine. La même année, je séjourne à Sainte-Maxime et je peins cet arbre sous le vent du Var. Ce tableau est un hommage à la terre provençale et à l'incandescence des après-midi ensoleillés. Et si on rembobine un peu, 60 ans auparavant, un certain Vincent nous offrait ses oliviers. On m'a dit qu'il y avait un air de famille, et vous? Qu'en pensez-vous? En 1943, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles organise en pleine occupation une exposition de 92 de mes toiles. Vous imaginez ça? Les nazis me proposent de visiter les musées allemands. Je les envoie paître. Je passe quelques mois, avance, en 1945. Lily, oui, vous avez bien entendu, Lily m'a rejoint là-bas et elle a accepté de poser à nouveau dans mon atelier, comme ici. L'année d'après, je me réinstalle à Perpignan, dans un nouvel appartement, à l'angle de la place Arago. Depuis la fin des années 30,
je subissais les conséquences de la polyarthrite rhumatoïde. Cette maladie invalidante était devenue un compagnon cruel, omniprésent. Je peignais encore, bien sûr, mais dans la douleur soutenue par des béquilles, parfois incapables de presser mes tubes. Alors, maintenant, j'aimerais parler de ce tableau que j'ai peint là-bas à cette époque. La console jaune entre deux fenêtres. La composition est des plus simples. Au centre, une large verticale jaune où viennent s'inscrire un miroir et une console Louis XV, ma console préférée d'ailleurs. De chaque côté, disposées symétriquement, deux porte-fenêtres où domine la couleur bleue. Toute la partie inférieure de la toile est occupée par une longue bande en brun-rouge dans laquelle des incisions figurent des tomètes. Premier écart avec la représentation naturaliste du monde, les tomètes sont dessinées redressées. Elles sont représentées frontalement, parallèlement au plan du tableau, comme a été peint logiquement d'ailleurs, l'ensemble fenêtre-mur, et non pas en plan oblique, fuyant en perspective, comme le voudrait la logique visuelle. Mais ce n'est pourtant pas sur cette particularité que j'aimerais insister, ni d'ailleurs sur la séparation dessin-couleur dont j'ai déjà parlé, mais plutôt sur les conditions de l'installation de l'harmonie colorée. Dans la description que j'en ai faite, j'ai oublié de signaler une couleur pourtant ici essentielle, le vert. Cette couleur est celle de la nature, comme nous le signale d'ailleurs la vue par la fenêtre de gauche. Le vert y est franc, bien que nuancé entre un vert émeraude, plus bleu, et un vert anglais, peut-être plus jaune. Mais si on y regarde plus attentivement, on remarque qu'il y a aussi du vert dans le miroir. Il y en a sur et autour de la console, il y en a dans le bleu de la fenêtre de droite, et enfin sous la brique des tomètes. Il y a des verts en rappel et en écho dans toutes les parties de cette peinture. J'y ai installé non pas une harmonie de résonance, un bleu avec un jaune, un vert avec un rouge, mais cette grande harmonie de consonance qui coule de la main des maîtres, comme le disaient les frères Goncourt en 1864. Et nous y voilà. Ici, le vert essentiel, c'est-à-dire l'essence verte du tableau, n'est pas seulement la couleur du paysage de la fenêtre de gauche avec ses arbres et sa villa, mais c'est le vert plus discret qui se fait passage entre les choses. Regardons de chaque côté de la console. Le vert est induit cette fois par le contraste simultané entre le bleu et le jaune. En se glissant entre les deux, il se fait lumière, lumière autre, non plus celle du ciel, mais lumière de et dans la peinture. Le vert ici marque un passage visible. À gauche de la console, on voit distinctement 4 virgules de pinceau. Ce sont les relations entre les jaunes et les bleus, mais aussi le passage entre l'extérieur et l'intérieur de la pièce. On le retrouve, ce vert, dans son rôle dans beaucoup de mes tableaux. On est loin ici de l'espace lumière du fondu impressionniste fondé sur le mélange des touches. D'ailleurs, depuis 1906, je ne suis plus impressionniste. L'expérience fauve m'a appris qu'il fallait moins chercher à capturer la lumière qu'à la produire. Cette période m'a aussi permis de continuer mes recherches sur les paysages. À Nice, la lumière du sud continuait de m'inspirer. Feu d'artifice à Nice, que j'ai peint en 1947, reflète cette fascination. J'ai voulu immortaliser une scène festive où le casino de la Jetée-Promenade, avec son architecture néo-byzantine, occupe le centre de la toile, entouré de palmiers stylisés et de silhouettes élégantes. J'utilise des lignes fluides et des aplats de couleurs pour capturer l'énergie et la joie de l'événement. Et aussi le contraste entre le côté foisonnement des explosions des fusées et le calme de la nuit à droite, où s'accroche la lune, comme l'aurait dit Prévert. J'ai longtemps peint ce casino, et même bien après qu'il a été détruit à la fin de la guerre. En 1949, un tournant inattendu est survenu. Une photo de moi, les mains déformées, a été publiée dans Life Magazine. Elle a attiré l'attention de 2 rhumatologues de Boston, Freddie Hamburger et Charles Bonner. Ces médecins, qui ne me connaissaient pas, m'ont invité à essayer un nouveau traitement révolutionnaire à base de cortisone. En avril 1850, je me suis embarqué pour New York à bord du paquebot de Grasse et quelques jours plus tard, à Boston, j'ai commencé les injections. Les effets furent miraculeux. Pour la première fois depuis des années, je pouvais marcher sans béquille, je pouvais presser mes tubes, je pouvais peindre avec passion. La douleur s'était apaisée. Je me suis mis à travailler avec une énergie nouvelle. J'ai même croqué mes toubibs et mes infirmières à l'hôpital. En 1951,
Lors d'un séjour en Arizona, pour profiter d'un climat plus sec, j'ai créé des œuvres comme ces musiciens mexicains. Chacun joue d'un instrument distinct sur lequel je concentre les regards. Les visages, pas la peine, c'est pas ça que je veux montrer. J'utilise une palette de couleurs éclatantes. Je mêle les tons chauds et froids pour évoquer l'énergie et la dynamique de cette performance musicale. En 1952, la vitalité retrouvée m'a permis de connaître 2 triomphes. Une grande rétrospective de mes œuvres a lieu à Genève et j'ai représenté la France à la Biennale de Venise, où j'ai remporté le Grand Prix international de peinture. C'était un moment de reconnaissance immense, un aboutissement, peut-être mon chant du cygne. Cette même année, je me suis installé à Forcalquier, en Provence, dans une maison baignée de lumière. Là, j'ai peint mes dernières œuvres. Ainsi, hommage à Debussy, qui était une des dernières toiles d'un cycle de 25 peintures que j'avais commencé en 1934. Chacune est consacrée à un compositeur et marquée par une tonalité dominante très affirmée. Je vous l'ai dit, papa était musicien amateur, amateur au sens où il aimait la musique. Regardez bien mon tableau. Entendez-vous les couleurs? À présent, je vais devoir vous quitter. Il est là. Il vient me chercher, le cargo noir. Cette masse sombre, entourée de lumière, ce bateau qui semble prêt à partir ou à accoster, c'est l'incarnation du voyage pour moi qui ai tant voyagé. Il est temps pour moi de larguer les amarres, de découvrir l'autre côté du miroir de ma petite console, d'embarquer pour ma dernière destination. Voyez-vous, j'ai toujours cru qu'un peintre, ce n'était pas seulement celui qui regarde le monde, c'est celui qui peut offrir aux autres un monde plus doux, plus joyeux. Mes bleus, mes rouges, ils ont tous été un hymne à la vie, un refus de la grisaille. Mes toiles, elles sont là pour faire rêver, pour rappeler que même dans la fatigue, même dans la douleur, on trouve toujours de quoi s'émerveiller. En mars 1953, mon corps a cédé. Avant de partir, j'aurais murmuré « Mais qui a éteint la lumière ?» Je vous remercie.